Vous me pardonnerez d'être très descriptif, mais il était de mon devoir de vous présenter des données de cadrage avant le débat. Alors bien sûr, il a fallu sélectionner des données, et la première donnée que j'ai sélectionnée, vous l'avez sur le premier slide, c'est l'évolution du nombre de ménages. Alors pourquoi le nombre de ménages? Enfin, la liaison, elle est somme toute évidente quand on reprend la définition donnée par l'INSEE. INSEE qui dit, de manière générale, un ménage au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par les liens de parenté. Alors, comme on peut le voir, le nombre de ménages en France est en forte progression. Sur les 20 dernières années, on passe de 22 millions à 28 millions, 6 millions de ménages en plus. Ça fait une moyenne annuelle de 300 000 ménages. Et ce dynamisme du nombre de ménages renvoie à un autre dynamisme, c'est celui de notre démographie, essentiellement notre excédent naturel, mais pas seulement. Ça renvoie aussi à l'érosion des modes de cohabitation traditionnelle. Je m'explique, les ménages ont tendance à se réduire. Alors pour faire bref sur ce premier slide, vous avez de plus en plus de ménages, de plus en plus petits. Alors, par définition, il y a une relation comptable avec l'évolution du parc de logement, du parc de résidence principale. Vous avez une bonne correspondance parfaite. Mais pour définir le parc dans son ensemble, encore faut-il rajouter les logements vacants, les résidences secondaires. Et là, nous avons un parc de logements fort de 33,5 millions de logements. Également un chiffre en forte progression, comme vous pouvez le voir, 335 000 en moyenne par an depuis 1990. Évolution quantitative, évolution qualitative également, c'est l'objet du troisième slide, où vous voyez que le confort sanitaire a tendance à s'améliorer, puisque seul 1,5% des logements ne disposent pas d'eau chaude ou de sanitaire, contre 15% en 1984. 15% en 1984, c'est quand même pas la préhistoire, donc on a quand même une évolution assez forte de la progression du confort en termes de logement. Alors tout n'est évidemment pas rose dans le domaine du logement, et je voudrais insister sur le surpeuplement. On a des données qui sont données par les comptes du logement. Je vais vous redonner sur deux notions, qui est celle de la suroccupation. Suroccupation, 1,2% des résidences principales. Alors, juste une petite définition. Suroccupation, c'est quand les habitants disposent de moins de 9 mètres carrés. 1,2% des logements sont concernés. C'est 340 000 logements, comme vous pouvez le voir. Une autre notion, celle du surpeuplement accentué. Alors là, c'est une inadéquation entre le nombre d'occupants et le nombre de pièces. 4,8% du parc. 4,8% du parc, c'est 1 350 000 logements. Donc, tout n'est pas rose, encore une fois, dans le domaine du logement. On a également des problèmes de surpeuplement, même s'ils sont en voie de réduction, on est quand même sur des masses relativement importantes. Une clé de répartition du parc, alors j'en ai choisi une, c'est l'objet du cinquième slide, une clé de répartition, c'est évidemment locataire-propriétaire. 42% de locataires en France, 20% dans le parc locatif social, 58% de propriétaires, exactement 58,3% si je reprends les chiffres de l'INSEE au 1er janvier 2011, qui se répartissent entre accédants et non-accédants. Non-accédants, 7 propriétaires sur 10 ont fini de rembourser leur emprunt. Donne une photographie du taux de propriété et taux de propriétaire qui est en progression constante dans le temps. Vous voyez qu'on est là sur une progression relativement sensible entre 2000 et 2011. Alors, 58,3% de propriétaires, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Comme vous pouvez le voir sur le slide 6, en fait, c'est relativement peu, et encore, il faudrait quand même nuancer le propos. C'est peu si on se place par rapport à la moyenne européenne, la moyenne de la zone euro, mais en fait, il y a une ligne de fracture assez nette qui apparaît entre les pays du Sud et les pays du Nord. Le Sud fait de propriétaires, le Nord beaucoup plus fait de locataires, et qui renvoie, et c'est l'objet du 7e slide, à la force du parc locatif social, généralement, qui est la clé. Pas tout le temps, mais généralement, c'est cette clé-là. Et vous voyez ici qu'il y a une opposition très nette entre le Nord, où le parc locatif social est relativement fort, et le Sud, où il est réduit à sa plus simple expression. Vous pouvez voir les chiffres, notamment concernant la Grèce ou l'Italie. Je vais maintenant, sur le slide suivant, me pencher sur une autre problématique, qui est celle de la dépense, celle de la dépense moyenne. Combien cela coûte de se loger en France. Vous voyez que le budget est à peu près de 9 800 € par an. Alors 9 800 € essentiellement basés sur les loyers, pour rajouter l'énergie et les charges. 9 800 €, cela représente, vous le voyez, 28% du revenu disponible moyen, mais c'est quand même 34% du revenu disponible médian, qui est certainement la variable à plus prendre en compte. Encore une fois, la médiane qui permet de séparer une population en deux parties égales. C'est beaucoup,
c'est un chiffre en progression, comme vous pouvez le voir sur le slide numéro 9, où vous avez ici les dépenses courantes nettes des aides. Donc on enlève les aides, une partie de l'effort est quand même assurée par l'État. Donc on enlève ces aides-là, et vous avez quand même près de 22% du revenu disponible brut qui part dans les dépenses des ménages. C'est un chiffre en constante progression, vous le voyez, depuis 1984. Là aussi, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On a une idée un petit peu d'une clé de répartition qui nous est donnée par Eurostat, et là on change un tout petit peu de champ, on est sur le terme de dépenses en services de logement, c'est l'objet du 10e slide. Il y a un classement qui est fait par Eurostat, qui est repris par l'INSEE, et là on s'aperçoit que la France est tout en haut du classement. Donc les Français, toutes choses étant égales par ailleurs, dépensent beaucoup dans le service au sens large, du logement. Ça c'est une première information, et vous voyez que ça peut chuter relativement rapidement. Alors dès qu'on est sur ces notions de dépenses, de budget, on arrive très vite aux notions de loyer ou de prix, et c'est l'objet du 11e slide, l'évolution comparée des loyers et de l'inflation. Taux de croissance annuel moyen dans le secteur libre depuis 1998, 2,7, 2,1 pour les HLM, 1,6, ça c'est pour l'inflation. Et si vous regardez bien les courbes, vous verrez une petite quantification différente entre le secteur HLM et les services et le secteur libre. Depuis 3 ans, les loyers progressent un peu plus rapidement dans le secteur social que dans le secteur libre. Évidemment, les loyers, on va passer au prix qui intéresse généralement beaucoup. Et on est sur évidemment des progressions très très fortes, c'est l'objet du 12e slide, sur l'évolution des prix. Comme vous pouvez le voir, depuis 1996, on est sur un rythme de croissance dans l'ancien annuel de 6,5%. Le neuf progresse également rapidement, 5% de taux de croissance annuel moyen, sans de distinction réellement forte entre appartements et maisons. Évidemment, toujours à comparer. C'est l'étalon de comparaison, même s'il n'est peut-être pas parfait, à une inflation qui progresse, elle, de manière beaucoup moins rapide. Alors, et ça sera l'objet de mon dernier slide, est-ce que cela coûte cher de se loger en France? Oui, cela coûte relativement cher de se loger en France, peut-être un peu plus cher que dans un certain nombre de pays ou d'économies comparables. Alors les conséquences, elles sont multiples. Je vais insister sur 2 conséquences. La première, c'est que quand on a une part du budget de plus importante qui part dans le logement, cela réduit l'espace arbitrable des ménages. La question qu'on peut se poser, c'est simplement une question, est-ce que l'allocation des revenus est dans ce cadre-là optimale? Première question. Mais ça a un impact direct également sur les entreprises. Sur les entreprises, pas simplement sur les charges locatives, mais cela pèse aussi sur leurs coûts salariaux. Et derrière les coûts salariaux, on sait très vite qu'on arrive au problème de compétitivité. Et la question peut se poser, c'est une question qui sera peut-être ouverte ou débattue, est-ce que cela n'abaisse pas finalement notre potentiel de croissance? Et c'est là-dessus que je vais terminer. Je vous remercie.